Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, on est maintenant, comme on le disait là, assez fréquemment dans le dernier droit là, de la saison 3 du podcast, qui nous amène à la fin 2021. On vous propose deux sujets qu'on a brainstormé comme toujours. Là. Gab étant toujours en période d'examen. Je vous passe, là, comme toujours, là, son air d'étudiant au bord du gouffre. Mais on va vous faire cette fois-ci, on va tourner un peu en mode au son de la cloche et je pense que je l'ai nommé un dans vos poches. Là, encore une fois, vous verrez quand est-ce qu'on le prend. C'est quand même lié au marché, là, mais on va le prendre au son de la cloche dans vos poches. Donc deux sujets, vous allez voir un qui est très d'actualité dans cette année 2021 et un autre qui est un cas un peu en mode scandale, là, étant donné que c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Et c'est un cas qu'on apprécie particulièrement, on doit le dire. Je crois qu'on l'avait mentionné à l'époque, là, notre intérêt pour la conformité découle là, d'un cours là, d'université qu'on a eu, Gab et moi, à l'époque. Je m'en souviens de celui-ci, ouais. Et c'était un cas qu'on avait traité de manière assez intense. Donc on va un peu retourner dans nos théories de l'époque. Mais avant de lancer tout ça, et étant donné qu'une de ces compagnies-là est listée et que l'autre type d'actif, bien évidemment, peut être transigeable sur les marchés. Gab, tu as un mot d'introduction à faire qui est particulièrement important aujourd'hui. Ouais, surtout sur la partie dans vos poches, on prévient évidemment que tout ce qu'on va parler, il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation, évidemment, pour placer ou pour faire quoi que ce soit. Pour le coup, on vous invite vraiment à faire preuve de diligence et d'être raisonnable, surtout dans la partie dans vos poches. Et dans le cas, évidemment, de consulter un expert qui compte et aussi est autorisé à vous fournir du conseil avant d'investir. Et posez-vous les bonnes questions, encore une fois, avant de... Et évidemment, tout ce qu'on vous parle, vous le savez, c'est à but éducatif, à but d'être fun, etc. Et puis de discuter. Évidemment, faites vos décisions. Vous êtes responsable, évidemment, de vos propres décisions financières, bien évidemment. Excellent. Donc, commençons ça en force avec le premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, la compagnie et le cas là, qu'on veut vous parler. Aujourd'hui, je vais nommer la compagnie sous son nom actuel, mais vous allez voir là, dans l'introduction qu'on va faire, cette compagnie-là a quand même changé de nom au fur et à mesure là, de ses épopées depuis sa création. On veut parler de Dell Technologies, qui est la compagnie là, du fameux Michael Dell, qui est un homme, là, on doit le dire, là, qui a eu une espèce de mainmise sur sa compagnie depuis assez longtemps, et vous allez voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en parle principalement? C'est un petit peu pour voir le cheminement là, de cette compagnie-là qui a eu, et c'est ce qui m'intéressait beaucoup là, dans la proposition d'aujourd'hui, qui a eu quand même une stratégie assez intéressante par rapport à d'autres compagnies de tech, on doit le dire, là, durant la grande transition là, autour des années, du milieu des années 2000, vers les années 2010, on doit dire. Là. Cette compagnie a une approche quand même assez curieuse entre une compagnie qui était publique, qui est devenue privée et qui est redevenue publique. Donc, c'est un petit peu ça l'approche qu'on veut avoir. Je vais te passer la parole sous peu, Gab, là, si tu veux rajouter. Là, mais grosso modo, je vais peut-être faire une petite introduction là, pour vous donner un petit profil de la compagnie. Donc, Michael Dell, on l'a dit, là, c'était un étudiant en médecine, si je ne me trompe pas, au Texas, à l'Université du Texas, et on en parlait, je pense qu'on a fait le gag là, que toute compagnie de tech à l'époque ont commencé soit dans un garage, mais dans ce cas-ci, c'était dans un dorm. Donc, pendant qu'il était étudiant, il a lancé là, sa compagnie qui s'appelait à l'époque PCs Limited. C'était en 1984 pour être exact. Là. Et cette compagnie-là était notoire, comme on peut voir par le nom, comme étant une compagnie qui était capable de fournir là, des ordinateurs qui étaient quand même beaucoup moins chers. Là, je dois dire, j'ai mis un comparable. Là, le fameux Turbo PC était à peu près à 800$ US, là, alors que dans la même période, le premier Macintosh était sorti à 2500$ US. Donc ça vous donne une idée, c'était une compagnie qui était de petite envergure au tout début, mais Michael Dell a eu un claim to fame là, assez rapide. C'est devenu un des jeunes CEO, un jeune entrepreneur, pour ne pas utiliser une terminologie un peu gag en France, on se le cachera pas, mais a quand même eu une ascension quand même assez fulgurante, avait un produit qui était quand même très performant par rapport à Apple également et qui était aussi très personnalisable. Donc c'était facile d'accès, on pouvait je crois soit appeler au téléphone ou à faire un achat en ligne à l'époque et on pouvait obtenir quelque chose qui était vraiment très simple. Qui était aussi basé là, sur tous les services Microsoft, ce qui était bien à l'époque par rapport à Apple, qui encore de nos jours là, est hyper restrictif. Cette compagnie-là, là, je te passe la parole par la suite, là, mais a transité vers le nom là, Dell Computer Corp en 1988, et c'est là aussi qu'il y a eu le IPO initial de cette compagnie-là, qui était à 8,50$ US par action.
Et je crois qu'il y a eu un changement également là, durant son listing là, pour devenir Dell Inc. en 2003. Donc c'est une petite introduction. Donc une compagnie très axée sur les PC au tout début, a été encore une fois là, a évolué dans le boom de l'an 2000 pour les technos, a fait face bien évidemment là, au premier développement là, des compagnies qui étaient initialement des compagnies de PC, qui sont devenues des compagnies de périphériques at large, là, de hardware en grande partie pour des appareils. Et par la suite, c'est là que je te passe la balle un petit peu là-dessus, Gab, si tu veux rajouter quelques points, mais également sur qu'est-ce qui s'est tramé par la suite dans la transition dans l'industrie des technos, peut-être des PC et des hardware de PC vers les tablettes et les téléphones intelligents, ce que Dell n'a peut-être pas bien manœuvré, ou du moins a manœuvré d'une manière très différente par rapport à ses concurrents listés de l'époque, c'est-à-dire là, avec sa privatisation. Ouais, c'est une compagnie qui est hyper intéressante à analyser, Dell, parce que c'est des premières vraies sociétés d'informatique telles qu'on le connaît. On a tendance un peu à sous-qualifier Dell, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne, je veux dire, de ton entourage a des PC Dell, même s'ils ont connu ces dernières années un certain regain avec la gamme XPS. Je sais pas si ça te dit quelque chose, JP, hein, mais c'est la gamme qui tenterait de compétitionner avec les Mac. Je dois t'avouer, nous aujourd'hui, enfin moi j'enregistre personnellement là sur un Mac, j'étais plutôt pro PC pendant longtemps là, mais je dois t'avouer que les nouveaux MacBook en tout cas sont très sympathiques. Moi personnellement j'adore en tout cas mon Mac, mais bon ça c'est un point un jugement. Euh, c'est une opinion plutôt. C'est vrai que Dell a connu un peu le roller coaster ces dernières années. C'est vrai que pendant très longtemps, ils ont été associés en fait au PC de bureau. Hein. Tu le sais, avec dans les entreprises surtout, là, il y avait surtout les Hewlett Packard, donc évidemment les HP, des espèces de grosses tours. Là, moi, on avait encore ça là, même il y a quelques temps au bureau. Là, c'était absolument atroce. Là. Et puis évidemment les tours Dell là, qui je dois t'avouer, sont très flexibles dans un environnement entreprise, parce que comme tout le monde a la même machine, bah, c'est très facile, tu as les mêmes composants, etc. C'était un peu la force de vente de Dell. Et bon, c'est vrai que leur business a été un peu fluctuant quand même selon les années. Ils ont connu une période de vide avant en fait leur privatisation. Et souvent la question effectivement qui est à poser, c'est par le fait que tu sois privé, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est vrai que le marché public, il a ses avantages. Souvent, le fait d'être... quand on parle de marché public, vous m'excuserez, c'est un anglicisme parce qu'on dit c'est publicly traded company, donc c'est une compagnie qui se négocie sur les marchés, donc qui est accessible à la bourse, donc qui a eu un IPO, comme on le dit si bien. Alors que de l'autre côté, si tu veux, les compagnies privées, bah, elles ont aussi leurs avantages, et je pense que c'est tout l'intérêt, si tu veux, de l'affaire Dell. Est-ce que ça fait du sens, si tu veux, d'être plus sur les marchés, donc en l'occurrence à la bourse, et de pouvoir facilement avoir accès à du capital, même si ça inclut, on va dire, aussi des contraintes qui sont beaucoup plus des contraintes réglementaires d'abord, des contraintes aussi au niveau des coûts, parce que c'est vrai que ces contraintes, par exemple au niveau du reporting, sont très importantes, et tu dois tout divulguer à tes actionnaires, sauf évidemment de l'information privilégiée là, qui est disclosée de temps en temps. Donc évidemment, une fois, souvent c'est à tous les trimestres, donc tu as un rapport trimestriel puis un rapport annuel qui est donné aux actionnaires. Mais ça crée beaucoup de complexité. Puis il y a aussi une attente. Le marché désire avoir souvent du rendement, et le rendement souvent il se fait à court terme. Dans le marché privé, quand on n'est pas à la bourse, bah c'est vrai qu'on a souvent la possibilité justement de dealer avec beaucoup moins d'actionnaires. Donc on connaît avec qui on transige, puis on a un contrôle qui est plus accru sur la firme. Et c'est je pense, tout l'intérêt évidemment de cette affaire Dell. Alors sachant que bah, tu es clairement dans une entreprise qui avait besoin, je pense, de se restructurer en fait quand ils ont fait leur privatisation. Je crois que c'était en 2013 qu'ils ont fait leur privatisation. Puis, si tu veux, leur modèle d'affaires était un peu vieillissant, une gamme de PC qui était plus très attrayante, tu vois. Le meilleur exemple que j'ai, c'est quand je voyais les PC qu'ils faisaient en 2013, bah, ça te donne pas très envie de faire affaire avec eux. Je pense aussi beaucoup du matériel informatique qui était très critiqué. Par exemple, les imprimantes. Vous connaissez déjà
ma haine que j'ai envers ces satanées imprimantes qui, encore une fois, 20 ans plus tard, c'est des produits qui sont toujours aussi frustrants. Quand j'étais gamin, je trouvais que c'était déjà frustrant d'avoir une imprimante. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, je déteste tout le temps autant ça. Regarde, mon imprimante qui est juste derrière, pendant qu'on enregistre, bon, là vous ne me voyez pas, mais euh, je passe des heures, je vous jure, tous les mois à essayer de réparer cette foutue imprimante et ça marche jamais. Donc, je pense, c'est tout un ensemble de choses qui fait que Dell était pas performante et je pense que il y avait des raisons effectivement en 2013 pourquoi Michael Dell, donc qui est son fondateur, de essayer de revenir privé pour par la suite modifier, faire les changements nécessaires, avoir ce contrôle comme je te l'expliquais précédemment pour pouvoir par la suite être sur une meilleure posture devant les autres actionnaires. Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est quand même assez évident avec le fait que la compagnie s'appelle Dell au nom de son fondateur, que c'était pas quelqu'un qui était. Il n'a jamais été très très loin de sa compagnie. Et s'il y a bien quelque chose qui l'a maintenu, comme je disais au tout début également, c'est une mainmise sur l'entreprise. La prémisse est bonne, là, comme on disait. Il faut quand même le soulever. Là, avant, même 2008-2009, les analystes étaient quand même assez unanimes là, sur le fait que c'était un strong buy. Là, le stock de Dell, c'était une compagnie qui avait vraiment un business model qui était respecté et qui était vu comme étant un peu ce qu'on pense maintenant d'Amazon et Tesla. Le genre de truc où on se dit dans 10, 15, 20, 25 ans, ce genre de compagnie-là, Dell était vu comme étant une compagnie qui était juste, entre guillemets, on l'utilise souvent avec dérision, mais le to the moon s'appliquait presque à Dell à l'époque. C'était quelque chose qui était hyper fonctionnel. Par contre, comme on l'a dit, ils ont un peu manqué la vague. Avec la transition ici, il y a bien une industrie qui était compétitive après le début des années 2000, c'était l'industrie des technos et la vague des tablettes, comme je dis, et des téléphones intelligents a quand même commencé très tôt quand même, vers la fin des années 2000, vers 2010 justement. Et Dell n'a pas embarqué. Avec ou sans raison, ils étaient leaders dans ce qu'ils faisaient en grande partie dans tu l'as dit, les périphériques, les imprimantes, les whatever, même les lecteurs audio, ils faisaient des télévisions, ils faisaient, on l'a dit, les PC, que ça date d'une éternité. Mais c'est un peu là le point qu'on soulevait, il y a eu une tentative, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a eu tellement d'évolution dans le monde des technos que Dell a adopté une autre technique qui était à partir de 2008-2009, ils ont commencé à vouloir restructurer, ils ont commencé à vouloir faire des modifications au niveau de la compagnie, mais tu l'as dit Gab, la compagnie était publique, et c'était pas vraiment bien vu par les actionnaires, ces mouvements-là. Il y a eu beaucoup de mouvements du titre. Oui, il y avait la crise en 2008-2009, c'est certain que ça causait des mouvements autres que juste les décisions des gestionnaires de la compagnie. Mais ils ont essayé, et c'est là, comme tu l'as dit, que Dell, avec sa capacité financière également, il pouvait retourner privé, il pouvait mettre en place au final à l'abri, si on peut dire, des redevances envers les actionnaires et des remontrances, de manière également des actionnaires, les grands changements qu'il voulait mettre. Moi, de mon avis, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez unique, et on l'a dit, là, le point de contingence à l'époque était, une compagnie qui quitte le domaine public pour retourner au privé avec une propension qui était presque déjà connue qu'une fois que les modifications à la compagnie étaient faites, la compagnie retournerait publique. C'est certain que c'était là l'aspect de conformité qui était quand même intéressant où un propriétaire qui a une capacité comme Dell, et Dell est encore un multimilliardaire maintenant, là, peut tout se permettre. C'est un petit peu ça qu'on a vu. Là. Encore une fois, est-ce qu'il y a eu des pertes de capital? Quelqu'un qui a perdu au change, je dirais pas ça. Mais c'était quand même assez intéressant. Ce qu'il faut aussi noter, et ça on doit le dire, là, je pense que j'ai regardé des articles puis des vidéos justement pour préparer les notes en off, puis je voyais beaucoup de personnes qui sortaient un article et qui validaient dans la société qu'est-ce que vous pensez de Dell, puis personne ne sait réellement qu'est-ce que Dell fait maintenant. Mais c'est une compagnie qui a, encore une fois, à ce jour, en 2021, une performance qui est assez notoire après sa restructuration privée. Une fois qu'ils ont été privés, ils ont fait des changements, ils ont fait des acquisitions quand même assez notoires, et ça, Gab, je vais peut-être te laisser en parler un petit peu là, de ce qu'ils ont fait avec EMC. Et c'est cette grande transaction-là qui, à l'époque, je crois que c'est 67 milliards de dollars US, là, était la plus grande transaction, la plus grande acquisition, je pense, dans les techs. Je pourrais pas dire à ce jour si ça a eu des changements, mais cette transaction-là était énorme en 2016. Et c'est ce qui a amené justement Dell et EMC à devenir la compagnie publique que j'ai nommée au tout début, qui était maintenant Dell Technologies Inc., et cette compagnie-là, qui fait encore une fois dans les périphériques, les PC, etc., là, mais de manière un peu moindre, bien évidemment, ça existe toujours, mais tout ce qui touche le cloud, on dirait qu'on l'oublie, mais Dell est un joueur massif au niveau des cloud services, au niveau ça je l'ai dit, des PC,
tout ce qui est, encore une fois, le hardware, etc., les serveurs et tout, sont vraiment très, très présents. Donc, tu sais, je lisais une mention qui disait, un peu comme Dell l'était à l'époque, c'est un conglomérat qui n'était pas comparable avec un seul compétiteur existant. C'est encore le cas maintenant, mais dans une version 2.0, dans l'industrie des techs de nos jours, ben Dell fait concurrence à qui? Fait concurrence à la fois à Microsoft, à la fois à Cisco puis Oracle, à la fois à HP et à Apple d'une certaine manière également, mais on ne s'en rend pas compte. Donc c'est ce qui est vraiment passionnant avec Dell, c'est une compagnie qui a eu une ascension fulgurante, qui a eu une stratégie de public vers privé, vers public à nouveau pour se restructurer complètement, mais qui techniquement reste un joueur clé et un joueur qui est vraiment dans l'ombre, un peu comme ce l'était à l'époque, il faut dire, mais qui se positionne et qui est absolument incomparable avec une seule et même compagnie qui serait son compétiteur direct. Dell est partout, mais comme on l'a dit, un petit peu dans l'ombre, mais fait encore une fois des milliards et des milliards et des milliards de revenus malgré tout, et sans qu'on le sache réellement. Donc c'est ce qui m'impressionne vraiment beaucoup, il n'y a rien de comparable non plus en termes de stratégie comme ça, il n'y a aucune autre compagnie tech, du moins de cette envergure-là, qui a adopté justement une restructuration en passant par le retour au privé. Donc j'avoue que c'est assez passionnant de voir ça, et même assez passionnant de voir qu'est-ce que ça pourrait être en termes de cas d'études, justement en vue peut-être d'une nouvelle transition qui pourrait se porter dans une autre industrie, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'une autre grande compagnie listée américaine, par exemple, pourrait adopter pour se transformer? Moi, j'ai bien hâte de voir. Ouais, exact, JP, je trouve ça bien que tu aies mentionné la transaction avec EMC, parce que je pense que c'est ce qui justifiait en fait de revenir en fait privé en fait. Dell avait plus vraiment d'arguments, je pense, dans le secteur manufacturier. Je pense qu'il y avait quand même un changement à faire profondément. Et tu vois, en 2013, ils s'étaient associés à une société, en tout cas une firme de private equity, donc ce sont des fonds spécialisés en fait pour des investisseurs très riches. Là, on en avait déjà un peu parlé là, mais ce sont des investisseurs qui investissent par exemple soit dans des sociétés en démarrage, donc ça on appelle ça plutôt du venture capital, soit dans des sociétés plus établies, et ils font par exemple du buy-out, donc c'est-à-dire qu'ils achètent des compagnies pour pas très cher, des compagnies qui ont besoin d'être restructurées, et ensuite ils les revendent, tu vois, ils les revendent par exemple dans les marchés publics, ou avec une autre exit, on appelle ça une exit exactement. Et ils avaient été, en fait, en 2013, avaient été contactés par la firme Silver Lake, Silver Lake, c'est une firme pareil de private equity qui a environ 100 milliards d'actifs sous gestion. Donc c'est quand même un gros nom dans l'industrie du private equity. Et ils avaient fait un leverage buyout. Donc c'est un achat à effet de levier. Donc ils avaient pris un peu d'argent. C'était pas non plus énorme au niveau de... Le levier demandé n'était pas énorme. Mais Dell avait accepté évidemment ça parce que Michael Dell était dans le deal. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça souvent ce genre de truc un management buyout. C'est-à-dire que tu as aussi un des gestionnaires ou un des fondateurs originaux qui ont accepté effectivement ce truc-là. Donc le montant c'était pas énorme, si tu veux, ça valait pas grand-chose à l'époque, évidemment. Dell avait perdu beaucoup de sa valeur d'action. Et tout l'enjeu, si tu veux, et c'est drôle que tu mentionnais que on avait vu ce cas-là en fait, ce cas-là en cours, parce que je trouve que c'est un bon exemple. Tu avais eu une négociation qui avait été abrupte avec évidemment, comme toujours, Carl Icahn qui évidemment était là. Tu avais Blackstone qui est une autre firme de private equity qui avait mis son nez dedans mais qui avait finalement refusé. Donc tout le monde était un peu entre guillemets, c'était quand même un deal assez risqué si tu veux, parce qu'il fallait que tu restructures vraiment une compagnie qui avait besoin, si tu veux, de shifter vraiment ses activités de la production, en l'occurrence de matériel informatique, même si, bon, il continue à en faire, vers beaucoup plus une société qui est orientée vers les technologies de l'information. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est le big data, l'intelligence d'affaires, tout ce genre de choses. Et c'est drôle que tu aies mentionné EMC, parce que EMC, c'est un groupe... C'est un groupe, en l'occurrence, quand ils ont été achetés par Dell. C'est un peu plus compliqué la transaction. Les deux sociétés, en fait, ont fusionné dans cette espèce de grosse société mère qui s'appelle Dell Technologies. Bon, au final, c'est Dell qui a acheté EMC. Et EMC, c'est une firme qui peut-être est un peu moins connue, parce que, faut avouer, ils ont quand même beaucoup de trucs, mais leur produit star, en fait, durant les années 2000, c'était le fameux VMware, qui est un logiciel qui est utilisé en virtualisation.
Donc c'est des ordinateurs en fait qui et là il y aura des gens beaucoup plus experts que moi sur le sujet là. Ne me critiquez pas parce que j'y connais pas non plus grand chose. Je connais un petit peu là, la virtualisation, mais c'est une machine virtuelle en fait qui tourne sur un autre PC. Donc tu vois, ça permet de créer un parc en fait de plein de machines différentes avec un accès à distance. Donc c'est assez pratique et ça permet par exemple à des entreprises, quand toi tu te connectes par exemple sur ton compte employé, par exemple sur ton PC d'entreprise à toi JP, bah, VMware peut tourner par exemple ta session sur une autre machine qui est au siège social par exemple de ton entreprise. Tu vois, c'est super utile et c'est vrai que c'est une technologie où OMC comment dire était vraiment en avance. Alors depuis, je vais pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Aujourd'hui, VMware ne fait plus partie du portefeuille de Dell. Ils ont revendu, cette entreprise-là a été revendue. Mais en gros, c'était vraiment une énorme transaction à plus de 60 milliards, comme tu l'as indiqué. Et cette nouvelle entreprise irait par les marchés publics. Donc, à nouveau, en retournant à la bourse, bah, Dell redevenait en fait une entreprise qui était transigeable. Donc, la différence, c'est que maintenant, elle était une filiale de Dell Technologies. Et tu avais EMC qui était aussi une filiale de Dell Technologies. Donc, tu as toute une nouvelle holding qui a été créée, si tu veux. Mais évidemment, Dell Technologies et l'entreprise qu'on associe aujourd'hui à Dell, etc. Et ces deux divisions qui sont un peu indépendantes, mais quand même qui aujourd'hui t'indiquent que cette entreprise-là, bah, elle veut se focaliser beaucoup plus sur la data, sur le software, sur aussi la proposer, par exemple, dans le groupe Dell, bah, de la proposition de valeur, par exemple, sur du matériel de meilleure qualité. Par exemple, sur du matériel, par exemple, pour des professionnels ou par exemple pour des étudiants. Donc, je te l'ai mentionné tout à l'heure avec la gamme XPS. Je pense que c'est le meilleur exemple. Je suis persuadé que vous avez des gens dans votre entourage qui ont un Dell XPS. Puis ce sont des super PC. Ils sont un peu chers, mais bon, ça c'est un bon opinion. Mais c'est un peu ce qu'avait justifié en fait le deal, en tout cas avec EMC. Et je crois qu'au final, bon, aujourd'hui, cette entreprise-là, elle va un peu mieux. Elle est plus diversifiée, puis elle est beaucoup plus en capacité, tu sais, justement de pouvoir compétitionner, comme tu l'as dit, avec d'autres joueurs. Je rajouterais aussi comme autres joueurs, parce que tu avais mentionné HP, Microsoft, mais tout simplement aussi avec des Google, des Amazon, etc., qui eux-mêmes ont une footprint, tu m'excuseras pour l'anglicisme, ont une empreinte, pardon, qui est un peu partout. Tu vois, aujourd'hui, Amazon, leur fer de lance, c'est plus le e-commerce, c'est AWS. AWS, c'est là où ils ont une expertise qui est incroyable et c'est le numéro 1 mondial au niveau du traitement de données. Tu vois, ils sont bien devant Google dans ce segment-là. Donc, tu as énormément de trucs qui sont hyper intéressants, en tout cas avec Dell Technologies, cette nouvelle entreprise. Je dois t'avouer, moi non plus, je ne connais pas tous les outils qu'ils développent, mais c'est vrai que VMware était vraiment le fer de lance. Et bon, aujourd'hui, ça fait partie, c'est une autre entreprise à part, mais évidemment, ils ont fait beaucoup d'argent avec ce logiciel qui marche très très bien, je crois. Ouais, exact. Puis, tu sais, pour conclure là-dessus, je pense qu'il est important de noter, c'est que la version un peu 2.0 là, de Dell là, a investi quand même beaucoup dans une structure axée sur la recherche et le développement, ce qui était une chose qui manquait, qui était une lacune assez majeure là, avant la privatisation. Donc, ça, c'est quand même assez important. Et aussi, de travailler beaucoup plus sur le service après-vente également. S'il y a bien quelque chose qu'on l'a remarqué, et ça va nous rappeler un épisode sur les machines à glace de McDo. Mais c'est un petit peu le cas également. Ils font beaucoup d'argent maintenant Dell sur les services après-vente auprès de leurs clients corporatifs, parce qu'on se le cachera pas, là, mais Dell 2.0 fait de l'argent avec les commerciaux plus qu'avec les particuliers qui vont aller chercher justement des solutions intégrées end-to-end. Et s'il y a bien une demande, je crois, que les commerciaux là, ont besoin, c'est de simplifier leur offre de service. S'ils peuvent intégrer le plus possible la solution là, pour l'ensemble de leurs besoins, que ce soit en termes de hardware ou de serveurs et même de cloud, s'ils peuvent les centraliser à peu près dans les mêmes interfaces qui se communiquent beaucoup mieux l'une avec l'autre, je crois que c'est ce que Dell essaie beaucoup de bénéficier. Et tu l'as dit, il y a bien évidemment des concurrents assez notoires qui tentent aussi d'intégrer les clients de A à Z. Donc ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est des revenus qui sont quand même assez simples lorsque c'est basé sur des frais de service après-vente. C'est de l'argent souvent pour finalement faire un restart à distance et que Dell charge une fortune.
On s'entend, s'il y a bien quelque chose qui est encore un peu un problème chez les commerciaux, c'est la compréhension des technos. C'est pas encore parfait partout, malheureusement. Après, c'est vrai que tu peux pas comparer aussi tes applications que toi tu utilises au personnel, par exemple, à des systèmes d'entreprise qui sont très 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 complexes. Hein, tu vois, c'est vrai que bon, ça ferait un peu cher si tu veux de payer tes 2000 piastres par année. Tu m'excuseras pour le québécisme pour le de coup. service après-vente pour avoir mis 3-4 photos sur le cloud. Voilà, J'avoue que la pertinence est un petit peu plus marginale, mais... pour installer un pack office, ça fait un peu cher. Mais oui, non, certes. Eux, leur expertise est beaucoup plus sur du déploiement, puis sur du conseil aussi. Tu le sais, aujourd'hui, les logiciels entreprises, ça peut être très très loin. Moi, j'ai le souvenir, tu vois, de ce qu'on nous, encore une fois, à l'école, de ce qu'on nous racontait, par exemple, des pro logiciels, par exemple, de gestion intégrée, c'est des licences qui coûtent plusieurs millions de dollars. Donc, tu peux pas implémenter un système comme ça en 30 minutes. Ah bah oui, j'implémente du SAP. Non, non, c'est des technologies qui sont très très complexes. Et justement, c'est assez drôle, ça va faire du lien avec notre deuxième partie qu'on va développer un peu plus tard. Mais si c'était si simple, tu chargerais pas de 1000 dollars par année. Enfin, évidemment, souvent c'est encore plus cher pour justement régler des problèmes. C'est que justement, tu as besoin d'avoir un expert qui connaît ton système, qui connaît ton entreprise, qui connaît aussi tes besoins, de savoir. Effectivement, mais il y a deux axes. Tu as cet axe-là, de oui, ok, ça prend un expert, mais il y a aussi l'axe de dire l'expert souvent va peut-être rendre ça plus complexe en visuel, du moins pour le non-initié qui est son client, que ce que ça devrait être réellement. Donc je pense qu'il y a un juste milieu qu'on n'atteint pas entre la complexité réelle et la complexité affirmée, si on peut dire. Pour ne pas revenir encore une fois sur le cas des machines à glace McDonald's, mais c'était quelque chose qui était beaucoup plus simple, mais qui, avec le frais de service et avec l'expert, semblait être littéralement la même chose que d'inventer la loi gravitationnelle. Donc c'est certain qu'il y a cet aspect-là qui est quand même assez notoire quand on camoufle encore une fois une complexité qui n'est pas vraiment vraie, mais que ça, en fait, c'est que les revenus de frais de service est à peu près à 40% du balance sheet ou de l'état, pardon, de l'état des résultats. C'est sûr que ce serait plus l'état des... C'est ça, oui. Après, bon là, ce serait pas vraiment ton balance sheet, parce que bon, tes balance sheet, t'auras pas tes revenus, mais... Exact, d'où le fait que j'ai corrigé l'état des résultats. C'est ton état des résultats, mais ça dépend encore une fois, tu vois, je vais te donner un exemple très simple, mais c'est vrai que bon, l'histoire du McDonald's, c'est un peu abusé. On en avait parlé, puis encore une fois, je pense qu'on remettra la vidéo de Johnny Harris, qui est pour moi un des meilleurs youtubeurs qui existent, en tout cas sur la toile, qui est d'un professionnalisme, je trouve, journalistique, qui est assez fou. Mais tu vois, par exemple, mon grand-père à l'époque travaillait, je t'en ai jeté un mot, mais dans le pharmaceutique, dans les années 70, donc avec des machines, si tu veux, où tout était à la main. Tu programmais, si tu veux, dans un écran noir et blanc. Et c'était des machines IBM à l'époque. Donc, c'est sûr que c'était des systèmes hyper coûteux, mais qui nécessitent une précision médicale, parce que c'est des médicaments. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est des systèmes qui te permettent de traquer. Par exemple, dans de la machinerie industrielle, tu peux pas te permettre une erreur. L'erreur est trop chère. Le risque est trop grave. Et c'est vrai que, certes, ce sont des contrats qui sont très chers, mais qui sont hyper utiles. Tu n'achètes pas juste une machine au niveau entreprise comme tu achètes toi un PC. Tu achètes surtout aussi l'expertise, etc. Des types qui vont déployer, etc. tous tes systèmes, etc. Ton Oracle, ton SAP, ton PeopleSoft, ton machin. Encore une fois, je connais pas tous les logiciels et rendu là, c'est pas mon job non plus, mais c'est beaucoup plus à un niveau évidemment beaucoup plus avancé, et c'est pour ça que c'est évidemment que ça se justifie comme un prix. C'est un peu comme dans tout, hein, d'ailleurs. Hein. Quand t'achètes par exemple une Bugatti Veyron, ou maintenant on est rendu à la Chiron à 1,5 million, si tu t'attends à ce que t'as un service VIP, c'est quand t'as quelque chose, c'est une machinerie complexe qui demande évidemment des réparations qui sont complexes, donc c'est pour ça que tu payes pour ça. Encore une fois, c'est ça le miracle en finance, c'est qu'on est capable d'expliquer des choses très simples, de manière très compliquée, des choses qui sont évidemment très simples. Excellent. Donc, je pense que ça fait le tour pas mal du Codel.
qu'on avait traité en deux parties, on doit le dire. Là. Ayez pitié de notre cours de conformité où on avait dû se taper ça deux fois dans un laps de 4 mois. Là. Donc, effectivement, on vous a condensé la partie 1 et la partie 2 là, pour vous éviter ça en une vingtaine de minutes. Ça nous avait pris un paquet de temps et du travail hors cours, donc on salue d'ailleurs toujours notre cher professeur, que l'on appréciait bien, il faut quand même le soulever, mais le cas d'elle était parmi ceux qui étaient peut-être un petit peu plus lourds à traiter, du moins dans sa présentation. Et je l'annonce Donc, qu'il d'ailleurs, il écoute le podcast, si je ne m'abuse. Donc, si vous l'écoutez, il se reconnaîtra, je pense, personnellement, et on lui souhaite la bonjour, d'ailleurs. absolument. Donc passons maintenant à notre deuxième segment qui peut-être effectivement maintenant fait partie de son cours, étant donné qu'il y a peut-être beaucoup de conformité à mettre sur ce type d'actifs, donc passons au dans vos poches. Parfait. Donc, deuxième sujet là, qui nous a été proposé par Gab, on doit le dire, et je pense que c'est un sujet que Gab t'avait dans la liste là, que tu voulais qu'on fasse depuis quelque temps, et je pense qu'on avait un peu la même prémisse, là, le fait que tout comme les cryptos, le sujet d'aujourd'hui, les NFT, on n'est pas des experts, là, donc je mets un astérisque au tout début, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant puis qui a quand même vraiment marqué l'année 2021, là, et vous allez voir pourquoi. Là. Le plan de match est quand même assez simple. Là. Je vais essayer d'introduire là, les NFT ou les jetons non fongibles pour peut-être, je ne sais pas encore si c'est utilisé en France, cette terminologie-là. On sait que les francisations de termes courants là, est quand même en finance un peu moins utilisée, mais bon, les NFT, c'est techniquement une forme de clé ou un jeton numérique qui représente là, la possession d'un bien. Initialement dans les arts, on va en parler un petit peu plus. Puis chez Gab, là, tu avais quelques cas dans cet angle-là. Mais surtout, là, tout ce qui est dans le domaine du numérique, ça peut être autant des biens que des images, etc. Je n'irai pas plus en détail. Pour l'instant, par contre, ce que je veux vous dire, pourquoi est-ce que c'est pertinent d'en parler, c'est il y a quand même une tendance assez notoire. Là. Je vous donne des faits, axés ou des stats axés sur les volumes de transactions des NFT. Q3 2020, on parlait d'à peu près 28 millions de dollars qui étaient transigés dans les NFT. Q3 2021, on parle de 10,7 milliards de dollars. Une augmentation de 38 000 là, vous avez bien entendu. Là. Donc ça prend sa pertinence. Il y a une ascension assez notoire et il faut vraiment voir la corrélation qu'il y a avec les crypto-monnaies et où ça s'en va, ce magnifique développement-là des capacités de la blockchain. Et sur ça, je te passe, Gab, la parole pour te mettre un petit peu une colle avec, en t'introduisant là, les prémices de la blockchain. Mais je vais te laisser peut-être amorcer un petit peu plus en détail le sujet des NFT. Ouais, bah après les NFT, comme tu l'as bien dit, on n'est pas non plus expert dans ce domaine-là. Vous l'avez bien vu dans les épisodes qu'on avait fait un peu sur les cryptos. C'est un sujet qui nous intéresse de long en large, mais c'est pas non plus notre expertise. Donc, soyez pas dans les commentaires à dire ah oui, machin, t'as pas parlé de proof of stake ou de trucs comme ça. Premièrement, j'ai du mal à comprendre toujours ces concepts-là, étant donné que souvent c'est plus un délire d'ailleurs, je trouve un peu de mathématiciens russes. Là, on le voit avec le cher Vitalik, là, qui est le CEO, je crois, de Ethereum, euh, où les mecs parlent de sujets ultra complexes, mais sans vulgariser, je trouve, de manière simple, etc., pour que tout le monde comprenne et comprenne l'intérêt. Après, l'intérêt, il a quand même été capté par de nombreuses entreprises, donc souvent, quand il y a des entreprises du secteur, surtout de la finance, qui commencent à exploiter une technologie, ça veut dire que c'est un intérêt. Là. Souvent, d'ailleurs c'est assez drôle, mais j'écoutais un documentaire là-dessus il y a quelques temps, là, mais où justement les technologies comme ça qui sont incrémentales, exemple par exemple l'IMAX, elle a été développée en fait à l'origine dans l'industrie de la pornographie en fait. Donc c'est comme ça que parfois des technologies apparaissent et finalement elles vont révolutionner en fait notre monde évidemment pas toujours de la façon dont on le souhaite, mais en tout cas. Pour revenir un peu sur le NFT, où je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait un NFT, donc tu l'as bien dit, un jeton non fongible, c'est un token en fait qui est déployé en fait sur une blockchain. Donc c'est un objet numérique, comme tu l'as dit, qui est développé par un type d'application qu'on appelle un smart contract. Alors quand vous savez en fait dans une blockchain, habituellement, il y a deux wallets, donc deux utilisateurs en fait, qui ont chacun une clé publique et une clé privée en fait, et par un algorithme cryptographique, elles peuvent s'envoyer en fait des sous, donc des jetons, donc dans le cas d'une blockchain sur Ethereum.
Et l'intérêt d'une blockchain, c'est que l'authenticité, en fait, elle est validée, en fait, de cette transaction, elle est validée par un consensus, en fait, de différentes personnes qu'on appelle des mineurs. Euh, de l'autre côté, en fait, quand on parle effectivement de transactions, ce qui est intéressant en blockchain, c'est que c'est un ledger, c'est-à-dire que tu as un ensemble de personnes qui ont accès en fait à toutes les transactions. Donc tout est dématérialisé, tout est public. Puis ce consensus, il permet de vérifier l'authenticité en fait des transactions. Alors ça peut paraître, on va dire, très simple. Évidemment, dans les faits, c'est très compliqué. Hein. Vous le savez probablement, là, quand on a les fameux mineurs qui vérifient les transactions, bah eux, ils sont obligés de cramer des cartes graphiques jusqu'à plus savoir quoi en faire. Là, c'est une consommation électrique qui est assez délirante. Cet algorithme-là, d'ailleurs, on l'appelle Proof of Work, c'est son nom exact. Euh, et bien maintenant, tu as des crypto-monnaies, donc par exemple comme l'Ethereum ou les NFT, dont lesquels sont déployés souvent sur la technologie Ethereum, qui ont par la suite, en fait, à partir de ce concept-là de dématérialisation, on va développer des applications beaucoup plus concrètes, donc particulièrement les smart contracts. Alors, les smart contracts dont font partie les NFT, en fait, c'est des contrats dans lesquels il y a une exécution et un déclenchement en fait d'un paiement qui est fait à partir de certaines conditions qui sont faites. Donc c'est comme n'importe quel contrat que tu signes avec une entreprise. Je te donne un exemple. Imaginons que tu signes un contrat d'électricité, par exemple. Ben toi, tu attends à recevoir de l'électricité, puis par contre, quand tu la reçois, ben, tu es prêt à payer. Et ben ça peut être déployé sur un smart contract. Donc tu as des conditions, puis tu as un déclenchement. Euh, et donc le NFT, c'est un peu pareil. Dans un NFT, au lieu d'être, comment dire, un jeton de type monétaire, bah là c'est un objet, c'est à la livraison d'un objet, donc qui est souvent un objet numérique ou un objet, par exemple physique, ça peut être le cas aussi. Et ben tu as le paiement qui est effectué. Donc ça permet en fait de valider qu'en fait l'objet que vous obtenez, le token, il est identique, il est unique en fait, et il est véritablement vérifié. Donc ça peut être intéressant par le cas, tu l'as bien mentionné JP, puis là je vais te passer après la balle là-dessus. Ça peut être intéressant dans le cas par exemple d'une œuvre d'art pour savoir quel a été l'historique des propriétaires. Et ben en fait grâce à un jeton NFT, et ben tu as en fait un ledger, donc un répertoire où il y a eu tous les différents propriétaires qui ont été consignés dans un seul et même document. Et c'est vrai que ça permet de valider que effectivement le transfert a bien été effectué, que le paiement a bien été effectué, etc. Et je sais que bon, il y a plein, ça c'est une introduction, hein, c'est sûr qu'il y a plein d'autres applications qu'on va pouvoir détailler un peu plus tard, mais ça peut être, c'est l'intérêt, je pense, principal de cette technologie-là. Ben exact. Puis, tu sais, je pense, tu l'as bien soulevé, puis c'est la même position qu'on avait, je pense, les deux, de dire au tout début, comme on parlait, là, avant même que les marchés boursiers ou que les transactions, là, ou que les volumes soient en hausse, le but était tout à fait louable. Et je pense que l'utilité centrale, c'est peut-être ce qui va rester à terme dans la pérennité des NFT. Tu l'as dit, dans le monde des collectibles, là, des collectionneurs, etc. Tout cet élément unique qui a une valeur et qui peut être transigé, je pense que ça a sa pertinence parce que c'est une forme de digitalisation d'une industrie qui était basée sur une transaction physique dans des auctions, etc., dans des enchères. Tu sais, c'était très un peu à la vieille France, si on peut dire, là, le monde des collectionneurs. Donc, c'est une forme de digitalisation qui est très pertinente. Tu l'as dit, c'est super sécurisé par la blockchain. Tu sais. Le risque de ce genre de truc-là, c'est que c'est des items ou tu sais, si tu parlais des œuvres d'art, on peut parler même des cartes à jouer, etc. Il y a un paquet de trucs qui sont déjà inclus dans les NFT. Il y avait quand même un certain aspect de risque à rendre ça digital, justement par le fait que tout ce qui est numérique peut être dupliqué en général de manière assez facile. On s'entend, on n'est pas des pros de tout ça, mais sans les fondements de la blockchain, il y avait un risque. Mais en mettant ça sous la blockchain, je pense qu'il y avait effectivement une forte pertinence et le but central est louable. Par contre, comme on l'a dit, moi, mon avis là-dessus, c'est vraiment la proportion que ça a pris au courant 2021 directement corrélé avec les cryptos. Là, on l'a dit, là, c'est juste de la prendre des cryptos en termes d'adoption, si on peut dire, au niveau de l'industrie financière au sens large, a eu également un impact majeur au niveau de la hausse des NFT. Je pense que c'est là où je commence à avoir un petit peu plus de problème quand j'entends des trucs comme Jack Dorsey qui décide de vendre un NFT de son premier tweet pour, je crois que ça a fait genre 2,5 millions, que tu as, je pense, la chanteuse Grimes qui a mis genre la majorité
de ses trucs d'art ou musicaux qu'elle avait. Elle a vendu ça également par NFT. Tom Brady, qui, selon moi, n'a aucune connaissance en blockchain et en NFT, qui a lancé une compagnie aussi. Snoop Dogg, etc. Il y a tellement eu, je trouve, de claim to fame et aussi le fameux tag des Wall Street Bets et du quick cash un peu. Je trouve que c'est appliqué peut-être trop rapidement au NFT, qui est une technologie, comme on l'a dit, qui est tout à fait louable dans le domaine des arts. Mais quand c'est rendu qu'on voit un peu tout le monde qui n'a pas vraiment rapport embarqué, c'est là où un petit peu que ça m'inquiète, c'est là un petit peu où je trouve que ça met des bases un peu illégitimes à la montée justement des NFT et qui m'amène à croire, puis on ne l'a pas soulevé au tout début, mais ça faisait partie du disclaimer du début d'épisode. C'est certain que c'est pas quelque chose que moi j'irais me mettre les mains là-dedans du tout, du tout, du tout. En fait, je n'ai même pas conscience de si je ne suis pas un collectionneur que j'aurais intérêt pour ça. Parce que ça semble être des risques assez incroyables d'avoir des chutes absolument épouvantables au niveau des valeurs. On dirait que tout le monde peut douter du fait que c'est juste une tangente qui va aller vers la baisse à un certain point parce qu'on est bien au-delà de l'utilité réelle des NFT. Donc, c'est peut-être mon problème. Aussi, je vais faire un take en bon anglais là, que j'ai lu là-dessus, puis je vais te laisser, Gab, le commenter si tu veux. Là. Mais à mon avis, comme on a dit, la croissance là, de quelques millions, quelques dizaines de millions à des milliards et des milliards par quarter là, au niveau des NFT, selon moi, ça vient, oui, des cryptos, qui a eu une hausse, mais également ça vient de toute la corrélation qu'il y avait avec la pandémie. Euh, la jeune génération, on ne se le cachera pas, on en fait partie. Il y a eu plusieurs personnes, soit qui continuaient à travailler mais dépensaient beaucoup moins, ou bien il y a des personnes qui bénéficiaient de programmes sociaux et il y avait une accumulation de cash pour notre génération qui était quand même assez importante. Mais par rapport à la tradition de dire, OK, ben en général, Gab, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait eu soit un projet d'acheter de l'immobilier, mais l'immobilier est extrêmement cher, donc c'est difficile pour la jeune génération d'utiliser leur actif, leur liquidité pour acheter de l'immobilier. Il y a également cette tangente-là des Wall Street Bets, je l'ai dit, où des personnes commencent à redouter le fait que les marchés boursiers traditionnels sont contrôlés par Wall Street et personne ne peut y gagner. Donc, cette conjecture-là il y a de la liquidité qui rentre, il y a des problèmes au niveau de l'immobilier, des coûts de l'immobilier qui sont trop élevés pour la jeune génération et le doute pour certains des marchés conventionnels a amené le fait que ben, ça a créé, à mon avis, une bulle dans les NFT assez rapidement parce que c'est un petit peu la nouvelle normale, c'est un petit peu sortir des chantiers battus et tout le monde s'est lancé là-dessus. Donc, c'est un peu ma vision, c'est de dire, je crois que c'est quelque chose qui est une technologie qui, il y a un an, était super pertinent, aurait pu rester dans le monde des collectibles avec juste des personnes qui étaient des collectionneurs, qui auraient eu de l'intérêt pour les NFT. Je pense que c'était absolument louable et ça aurait pu cheminer de manière plus progressive. L'ascension fulgurante et la discussion maintenant à savoir est-ce que justement les grands loups de Wall Street devraient commencer à inclure les NFT dans des stratégies alternatives d'investissement, je trouve qu'on est rendu tellement vite sur quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu et qui, selon moi, est fondé sur, encore une fois, une jeune génération qui essaie par tous les moyens de faire un claim to fame et d'une journée avoir 10 000 balles et le lendemain en avoir 10 millions. C'est un petit peu ça le problème. Je trouve que encore une fois, on l'avait dit, de mon avis, c'est le casino et ça dénote un peu, ça dénature l'utilité des NFT. Puis c'est ce que j'aime moins dans toute l'année 2021, ce que ça a amené. Pour NFT, d'ailleurs, je te repasse la balle après. NFT qui a été nommé, je crois, le terme officiel de l'année pour les dictionnaires Collins, quand même, pour vous dire à quel point c'était quelque chose, non seulement ça, mais même en termes de littérature, c'est le mot de l'année pour l'année 2021. Ouais, après, ça fait un peu peur, là, de te dire, ce déploiement de NFT, moi, personnellement, m'inquiète. On voit de plus en plus, évidemment, de plein de projets qui se développent via des NFT, là, tu vois. Tout à l'heure, j'étais sur un site internet là, qui répertorie en fait toutes les NFT. Et puis maintenant, tu as même des enchères qui sont faites par des maisons d'enchères que tout le monde connaît, là, par exemple Sotheby's ou Christie's, qui sont les deux plus grosses. Euh, et quand tu vois maintenant que tu peux acheter des espèces de merde en PNG qui coûtent une fortune en NFT, en fait, c'est plus du trading qu'autre chose, en fait. C'est un peu comme du trading d'art, en fait, mais avec des crypto-monnaies. Donc non seulement tu as le risque, évidemment, que ces espèces d'images qui sont pas très belles, puis qui n'ont pas trop d'intérêt, en fait, eh ben, augmentent en valeur. Donc tu as quand même un certain risque. Hein, transiger de l'art, c'est même un métier. Hein, tu as des investisseurs, d'ailleurs, spécialisés, des hedge funds, maintenant, spécialisés dans l'art ou dans la propriété intellectuelle et qui sont évidemment des experts, si tu veux, c'est des gens, je pense que
sais, quand t'as pas de performance, bah, t'es non seulement licencié, mais tu perds évidemment de l'argent. Donc c'est quand même très embêtant. Euh, mais ce qui est embêtant là, en plus, c'est que tu as le risque crypto-monnaie parce que toutes ces NFT ils sont déployés encore une fois via une blockchain, dont via un smart contract. Et comment tu payes pour un smart contract en crypto-monnaie? Donc c'est un peu un espèce de comment dire de cercle vicieux où tu te retrouves doublement, tu as deux risques cumulés en même temps, le risque par rapport au NFT puis au risque par rapport à la crypto-monnaie. C'est si ta crypto-monnaie se déprécie par rapport aux monnaies traditionnelles, donc les monnaies fiduciaires, hein, du latin fiduciare, donc la confiance, eh ben c'est tout un enjeu. Donc c'est aussi un outil, je pense, beaucoup plus en fait dans les 95% des gens, en fait plus un outil de spéculation, de savoir exactement comment on va faire énormément d'argent là. Donc c'est plus un outil aujourd'hui de spéculation que réellement un outil pratique, même si c'est vraiment dommage parce que cette technologie-là, elle peut avoir plein d'applications très très concrètes, hein. Je vais te donner un exemple. Par exemple, en billetterie. Imaginons que tu es une société comme par exemple Ticketmaster, que tu as envie de déployer, si tu veux, des tickets qui sont uniques pour éviter par exemple le fait d'avoir des faux billets ou par exemple des billets en double, donc tu sais, des photocopies. Et ben tu pourrais en fait déployer via des NFT un billet unique qui est attribuable à un siège et qui éviterait en fait tous les sites de revente puis les frais comment dire associés pardon aux sites de revente comme par exemple StubHub qu'on connaît bien ou même Ticketmaster. Je crois que tu peux maintenant vendre évidemment tes places dessus si t'es plus intéressé par assister à l'événement. Euh, donc ça a des applications concrètes, mais aujourd'hui c'est vrai que ces applications-là, concrètes-là sont complètement spoilées par cette espèce d'univers du trading. Donc particulièrement, bah, tu vois, par exemple des cartes de sport numériques, par exemple même des espèces de collectibles, tu sais, pour des jeux en ligne comme par exemple Fortnite. Encore une fois, j'y connais pas grand-chose, donc c'est pour ça que je préfère ne pas m'avancer et raconter de grossaneries. D'ailleurs, si on en dit, dites-nous dans les commentaires, parce que c'est pas le but du tout, et c'est vraiment, ça vient de la bonne foi, hein. C'est vraiment, on fait ça évidemment pour vous, et pour vous parler d'un sujet que je trouvais intéressant. Euh, et c'est vrai que bon, c'est un peu dommage que tout ça soit évidemment spoilé, évidemment par cet univers qui est plus en fait de la spéculation atroce que réellement qu'un vrai potentiel, tu vois. Un dernier point que je voudrais aborder, puis peut-être JB, tu pourras relancer là-dessus. Mhm. Me couper dans mes élans parce que tu vois, quand tu m'interromps pas, je peux parler très longtemps, vraiment désolé. Euh, Tu vois, il y a récemment, en fait, depuis plus d'un an, là, on voit de plus en plus, tu vois, sur les maillots des joueurs de foot, par exemple, ou même des ligues sportives, des trucs avec des partenariats, par exemple, avec crypto.com, ou par exemple, ou même des fan tokens, je crois que ça existe aussi. Alors, la différence des fan tokens, ils sont, à la différence d'être fongibles, eh ben, évidemment, ils sont pas uniques, hein. C'est vrai que tu peux avoir maintenant des tokens qui permettent de prendre des décisions de ton club. Et ça fonctionne avec un système de crypto-monnaie. Bon, tout ça, encore une fois, c'est du trading et c'est qu'évidemment, les systèmes, les plateformes qui promeuvent ces systèmes de fan token-là, évidemment, ils donnent des commissions énormes, énormes au club. Donc maintenant, tu as des PSG tokens, tu as des Chelsea tokens qui, je trouve, dénaturent la passion pour le foot et servent pas à grand chose à part plus, effectivement, dire servir de collectible en fait pour le fan sans que ça a réellement d'intérêt foncièrement. Donc ouais, je suis un peu encore dubitatif par rapport aux vraies applications concrètes de tous ces coins, de ces contrats, etc. Ben, exact. Puis, tu sais, je pense que c'est une bonne conclusion également là, de virer ça sous l'angle. Je pense que c'est clair, net et précis qu'à un certain point, tu l'as dit, les vraies personnes qui vont vouloir bâtir sur une technologie qui fondamentalement est très intéressante, tu l'as bien soulevé, vont arriver en ligne de mire lorsque cette spéculation-là, qui est l'idée par des personnes qui sont, tu sais, les personnes qui poussaient les cryptos à l'époque, sont rendues à pousser les NFT. On s'entend que, selon moi, il y a comme vraiment une pollution croisée des deux concepts, là. Officiellement, les NFT ont explosé aussi en grande partie par le fait que ça légitimise l'utilisation des cryptos. Tu l'as dit, quand tu veux acheter un NFT, tu payes en crypto. Donc, quoi de mieux pour que les cryptos continuent et puissent mettre leurs assises, encore une fois, sur les marchés, que d'avoir une utilité concrète.
déjà là, ça montre encore une fois le fait que la bulle actuelle des NFT, selon moi, n'est pas appelée à se maintenir. Et je l'espère, tu l'as bien dit. J'espère que c'est une technologie et le blockchain plus généralement qui va pouvoir tomber dans des mains et en fait pour des fonctionnalités qui vont être utiles pour l'humanité d'une certaine manière, là, mais pas seulement en termes spéculatifs. Moi, je crois que les NFT ne devraient pas devenir quelque chose qu'on commence à discuter comme étant un actif financier. Selon moi, c'est complètement insensé de penser à ça. Il y a beaucoup de progrès à faire et c'est là un petit peu où, comme tu l'as dit, on espère que la bulle revienne. On espère que, justement, moi, à mon avis également, que les espèces de personnalités, les stars ou les peu importe, là, essaient d'arrêter de mousser ça en mettant leur nom pour justement embarquer eux autres aussi dans leur volonté de richesse, là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup il y a un gros nuage gris, selon moi, au niveau des NFT. Encore une fois, c'était une bonne introduction. Je pense que, Gab, tu voulais qu'on fasse aujourd'hui, qui, encore une fois, ne change pas notre avis, que c'est un actif dans lequel, du moins moi, personnellement, je ne mettrai jamais le moindre sou dans ce genre d'actif-là présentement. Ça, c'est garanti. Ah, moi non plus. Euh, Je et peux encore une fois. t'assurer que... Ben, c'est ça, exact. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire vos recherches, encore une fois. Comme Gab, tu l'as dit, on était très en surface et je crois que c'était volontaire également parce qu'on aurait pu vous dire beaucoup de choses qui n'ont pas de sens si on était allé plus deep, là. Donc, si des personnes, effectivement, ont plus d'informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et dépendamment des commentaires et des points, je pense qu'on est quand même ouvert là, à en reparler davantage. C'est quelque chose qui est vraiment énormément de concepts qu'on pourrait rajouter si ça vous intéresse, faire une partie 2, là, mais encore une fois, laissez vos commentaires, laissez vos questions à la limite et on pourrait même nous-mêmes s'éduquer davantage grâce à vos questions. On s'entend que c'est une technologie et un type d'actif, entre guillemets, là, qui est en grande évolution. Il y a de plus en plus d'études également qui sont faites, ce qui est, ma foi, très intéressant. Donc, il y a beaucoup de contenu qu'on pourrait faire à l'avenir là-dessus. Ouais, exact. Et puis bon, bah, pour le mot de la fin, évidemment, on pourrait dire bah, merci à tous, hein, déjà encore une fois pour votre écoute. Puis n'oubliez pas évidemment de partager notre podcast sur toutes les plateformes. On est disponible sur tout, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, même si j'ai pas vu beaucoup de stats venant de ces dernières, mais en tout cas, ça existe. Vous pouvez vous abonner évidemment sur ces différentes plateformes audio, à la chaîne YouTube, mettre un petit like et un commentaire. Euh, et on vous remercie encore une fois pour votre écoute. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine tout le monde.